Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Oh, que ça fait du bien d'être de retour. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu? Salut mon Ben, ça va super bien. Excellent. Petite semaine de vacances la semaine dernière. J'espère que tu t'es bien ressourcé. Puis on est prêt également pour un gros événement de l'UFC cette semaine, l'UFC 264. Quand Conor McGregor se bat, c'est toujours immense. On va mettre la table, bien sûr, pour ce gros gala qui s'en vient. Les actualités dans le monde des arts martiaux mixtes également. Tout ça au cours de la prochaine heure à cet épisode de Dans la cage. Mais tout d'abord, Pat, le Québec a un nouveau champion. Yeah! Ton chum Yohan Lennes, le White Lion, champion de l'organisation Cage Fury Fighting Championship. Il a remporté sa ceinture samedi dernier. On s'entretient immédiatement avec Yohan. On retrouve chez lui. Oh, attention, on a perdu Yohan. Est-ce que tu nous entends? On venait. Ah, regarde, parlons. Ah, il est là. The champ is Les here! jouets du dit. Le champ Voilà, is here. le champ is here. Hey, Yohan Lennes, félicitations, champion, pour cette belle victoire. On s'était parlé il y a quelques mois. Tu l'avais dans ta mire, cette ceinture-là de Cage Fury Fighting Championship chez les mi-moyens. C'est fait. Victoire par KO technique au deuxième round contre le champion Evan Kutz samedi dernier. Comment tu te sens, Yohan? Ah, je me sens très bien. Je suis très reconnaissant. Je suis vraiment content d'avoir été capable d'aller chercher cette win-là. Ça a été un gros camp d'entraînement. Il est arrivé plusieurs choses dans ma vie personnelle aussi, dans le camp d'entraînement, dont la Cooper, que vous avez peut-être entendu parler, puis beaucoup de choses. Puis d'être capable de finalement revenir à la maison avec une ceinture comme ça, puis avec une année de pandémie difficile, j'ai été quand même capable. Oups, excusez. Quand même capable de rester actif malgré tout. Fait que je suis vraiment content, très reconnaissant, puis je suis excité pour la suite, là. Écoute, j'ai eu l'honneur de participer à ton camp d'entraînement. On savait un petit peu c'était quel combattant, Evan Kutz. Mais moi, j'ai regardé le combat avec tous tes autres partenaires d'entraînement et tes amis aussi. Est-ce que tu as été surpris par sa stratégie? Parce qu'il a voulu rester debout avec toi. Nous autres, on s'attendait peut-être qu'ils veulent plus te coller, qu'ils veulent plus animer le combat au sol. C'est pas un gros gars qui va finir ses combats au sol, mais c'est un gars qui prend des positions puis qu'il monte le pace aussi. Lui, il avait beaucoup confiance à son rythme de combat qui allait déborder là-dessus, qu'à un moment donné, tu allais gazer, tu allais manquer d'énergie. As-tu été surpris par sa stratégie un peu? Clairement, oui. J'ai été surpris qu'ils veulent échanger avec moi debout. Par contre, j'étais content parce que j'avais pas en tête qu'Evan Kutz pouvait me mettre dans le trouble au niveau du combat debout. Par contre, il a amené un volume de coups qui est très élevé, puis il a amené une belle pression quand même. Donc, tu sais, on a été tout au long du combat assez actifs. Il n'y a pas vraiment eu de temps mort. Fait que, oui, c'est sûr que j'ai été surpris. Je m'attendais à travailler un petit peu au sol, à travailler dans le clinch, à ce qui coupe la distance. Par contre, je pense que je l'ai surpris avec des bons jabs en partant, puis je l'ai un peu déstabilisé de cette manière-là. Fait que oui, j'ai été surpris qu'il décide de vouloir échanger avec moi debout, mais je suis content, ça a porté fruit, là. Est-ce qu'il y a aussi, Yohan, peut-être l'enjeu que tu étais clairement plus gros que lui, tu étais le plus gros fighter dans la cage. Je sais que lui, il est arrivé à la peser 3 livres en dessous de la limite de 170 livres. Tu es arrivé à 167. Je pense que dans le combat, les analystes et commentateurs disaient que toi, tu étais autour de 192, 195. Je comprends que c'est un lutteur, je comprends que c'est un grappler, tout ça, mais il y a l'enjeu aussi que c'est peut-être difficile à amener au sol. Puis un gros gars comme toi à 170 livres aussi, c'est peut-être pas évident non plus pour un gars de son style à lui, hein? Clairement, c'est sûr que ça, il a dû lui penser. Tu sais, quand tu essaies d'amener quelqu'un au sol puis que ça ne fonctionne pas, mentalement, c'est difficile, mais physiquement aussi, tu dépenses beaucoup d'énergie.
Fait que clairement, je pense que, tu sais, veux pas, c'est un gars qui avait 16 combats, même 17 qu'on m'a dit, un combat qui n'était pas à sa fiche. Donc, ce gars-là avait beaucoup d'expérience. Puis, ce qui est un petit peu magique là-dedans, c'est qu'il avait battu 8 personnes dans ses 16 combats qui étaient undefeated, un petit peu comme moi. Fait que dans sa tête, lui, il se disait qu'il allait être capable de combattre debout contre moi. Fait que c'est sûr que je suis vraiment content qu'il ait pris cette décision-là. Je pense pas que c'était la bonne décision pour lui de vouloir essayer d'échanger debout. J'aurais aimé, par exemple, tester mes skills au sol, à savoir que c'est vraiment un gars qui est talentueux, c'est un gars qui finit des soumissions, qui est très bon. Par contre, le combat, il est allé dans la direction que je voulais qu'il aille. Puis, je suis vraiment content de ça. À ton dernier entraînement avant de partir pour Philadelphie, tu t'es blessé, tu as eu une coupure à l'œil gauche quand même assez sévère. Je veux dire, tu as réparé ça assez rapidement, mais à quel point est-ce que ça t'a dérangé un petit peu lorsque tu as vu le sang couler de ton œil? Parce que c'était quand même assez fragile. C'était pas un gros coup qui a fait ouvrir la blessure. On s'en attendait un petit peu que si tu allais recevoir un petit coup, ça allait ouvrir. Est-ce que ça t'a déstabilisé un peu ou tout de suite, tu savais que ça allait probablement arriver? J'étais en paix avec ce facteur-là. J'étais convaincu, je savais que ça allait ouvrir. On avait fait la paix. Clairement, quand je suis arrivé après le premier round dans le coin, j'avais du sang dans mon œil. Je le savais que j'avais été ouvert. Par contre, j'avais pas eu l'impression d'avoir mangé un gros coup. Fait que, je veux dire, j'étais en paix avec la situation. J'étais arrivé dans mon coin. Lévi, mon coach, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'on le savait que ça allait ouvrir. On passe par-dessus ça. Le Cutman a fait une belle job. Par contre, je savais que je ne devais pas me rendre au 4e puis au 5e round parce que ma vision était un petit peu floue. Puis j'ai vu, quand je suis arrivé dans le premier round, dans le coin, j'ai vu les médecins, la régie, tout le monde venir autour de moi pour me regarder. Puis veux pas ça, je me suis dit dans ma tête, t'as pas le choix de finir ça au 2e puis au 3e. Fait que veux pas ça a été comme un élément qui me bottait les fesses un petit peu à me dire, faut que excusez, j'ai de la misère avec ma caméra, les gars. Faut que tu redoubles d'efforts, puis faut que tu finisses ça. Faut que tu finisses ça au 2e ou au 3e round, là. Je le voyais aussi qu'Evan Kotz commençait à être fatigué. J'ai lancé des bons coups, puis ça jouait dans sa tête, je le voyais. Ça s'est terminé au 2e round, là, relativement rapidement. Je pense quelque chose à 2 minutes 17. 2 minutes 17 du 2e round. Ça s'est terminé un petit peu dans la controverse. Je m'explique, et on va expliquer aux gens peut-être qui n'ont pas eu la chance de voir le combat. Comme tu as dit, tu es revenu très, très fort au 2e. Tu l'as vraiment ébranlé, premièrement avec un gros uppercut. Clairement, il était blessé. Après ça, tu enchaînais avec un gros coup au corps. Clairement, il était blessé, il était ébranlé avec surtout ce coup au corps-là. Il a retraité le long de la clôture. Et là, tu t'es mis à vraiment y aller d'une avalanche Swing de for coups. the fence. C'est ça. Il y a une avalanche de coups, surtout au corps. Et Evan Kotz se protégeait du mieux qu'il pouvait, en fait. Avait ses mains, se couvrait vraiment. Et l'arbitre, Casper Oliver, a quand même arrêté le combat relativement rapidement. Evan Kotz n'a jamais visité le plancher, en fait. Tu l'as touché solidement avec plusieurs coups au corps, mais c'est rare qu'on voit un arrêt de l'arbitre alors que le combattant ne se fait pas frapper soit dans le visage, il n'est pas clairement, j'allais dire, blessé ou commotionné, ou il n'a pas visité le plancher. Est-ce que tu as eu la chance de revisionner? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'arrêt de l'arbitre à ce moment-là? Honnêtement, je pense que l'arbitre a simplement sauvé des dommages plus importants à Evan Kotz. Parce que si on regarde le dernier 1 minute de mon combat, j'ai placé des bons coups. J'ai placé l'uppercut, j'ai placé un crochet, après j'ai placé des coups au corps. Evan Kotz ne se défendait plus de manière intelligente. Il faisait juste se replier défensivement. Oui, ses mains étaient hautes. Evan Kotz, c'est un tough. En 16 combats, il n'avait jamais été terminé. C'est un gars qui est tough, c'est un gars qui a une bonne mâchoire. Par contre, j'ai frappé au corps, des frappes très puissantes. L'arbitre lui a dit, Evan Kotz, défends-toi, move, bouge, on se défend. Il ne se défendait pas. Les coups au corps, j'allais finir par remonter à la tête. Fait que moi, je pense que c'est vraiment une bonne décision de la part de l'arbitre parce que je l'ai vu dans ses yeux qu'il était blessé, ça venait de se faire mal, puis il n'allait pas continuer le combat. Là. Il n'allait pas toffer ça. Là. C'était une question de temps avant que soit que je le knock, que je le mette hors de combat comme il faut. Fait que moi, je pense vraiment que c'est une bonne décision de la part de l'arbitre. Il a sauvé d'une certaine manière sa santé un petit peu, puis ça aurait été une question de temps avant que je le finisse. Là.
Bon, maintenant que tu es champion, écoute, t'es un gars qui est super vendable. T'es 7 victoires, aucune défaite, avec 5 KO. T'es un gars qui a des highlight reels. On se souviendra de ton coup de genou à la volée, le flying knee que t'as fait l'année passée ou il y a 2 ans. Tu as fait le tour de la planète. Le monde commence à parler de toi de plus en plus. Ton nom est sur toutes les lèvres sur la planète des arts martiaux mixtes. C'est quoi la suite là, pour toi? Est-ce que tu veux défendre ton titre? Est-ce qu'on t'a déjà approché pour faire une défense de titre? Je sais que c'est rapide, là, mais c'est quoi ton but à court terme? À long terme, on s'en doute un petit peu, mais à court terme, est-ce qu'on a déjà parlé que peut-être tu avais déjà reçu des invitations pour le Contender ou des choses comme ça? Donc, c'est quoi le plan qui s'en vient pour toi? Là? Le plan initial, ça serait pour moi de rentrer par la grande porte de l'UFC. D'avoir un contrat de 4 combats ou 3-4 combats, ça serait vraiment mon objectif initial. Je pense que j'ai un beau CV de combattant, comme tu viens de le dire, à 7 victoires, 4 knockouts dans ces 7 victoires-là, aucune défaite. Je veux dire, je suis un gars qui a un gros bassin de gens qui me suivent. Je pense que je peux être une belle tête d'affiche canadienne dans l'UFC. Je suis pas fermé d'esprit à rien. Par contre, l'objectif ultime, c'est l'UFC. J'aimerais pouvoir rentrer par la grande porte. Je veux dire, je considère que j'ai fait de belles choses. Je considère que d'être allé se battre à l'extérieur avec une coupure comme ça pour un championnat, c'est quand même bien aussi. Donc, si je peux avoir l'opportunité de prendre un mois et demi, 2 mois off, prendre le temps de bien régler ma blessure, puis de rembarquer dans un bon camp d'entraînement, puis de pouvoir avoir ma chance à l'UFC, c'est sûr que c'est le plus beau des scénarios. Donc, si je comprends bien, et je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais est-ce qu'il y a eu déjà des approches de fait à ce niveau-là? Et sinon, vas-y, Yohan. L'organisation de l'UFC a démontré son intérêt. Sean Shelby a démontré son intérêt envers l'organisation CFFC. Arias puis Robert, c'est les gars qui s'occupent vraiment de CFFC, de l'organisation. Puis, ils m'ont clairement dit par message que c'était pas possiblement mon dernier combat avec CFFC, qui souhaitaient même pas me voir défendre ma ceinture, qui trouvaient que j'en avais assez fait pour cette organisation-là, puis qui pensaient que j'étais prête pour les grandes lignes. Fait que c'est sûr que c'est un message qui est très enrichissant, très inspirant pour moi. Maintenant, à partir de ce moment-là, je veux dire, je peux pas sauter puis faire la fête puis être content parce que j'ai rien en avant de moi. Le jour où je vais avoir un contrat de l'UFC puis que je vais pouvoir signer, je vais être content. Par contre, je pense que c'est un très gros pas vers l'avant. T'as pas beaucoup d'expérience quand même. T'as juste 7 combats. T'as commencé les arts martiaux mixtes il y a 4 ans. Donc, ton ascension a été super rapide. Je veux dire, on peut te demander qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton jeu, même si tu dis l'expérience, tu peux pas améliorer ça. C'est en faisant des rounds. Mais tu t'entraînes avec d'excellents partenaires d'entraînement aussi. Il y a du monde qui sont très, très proches de toi. C'est quoi qui te manque dans ton jeu, tu penses, présentement, là, pour vraiment devenir le combattant le plus complet possible à tes yeux? Être un petit peu plus patient. Je pense être un petit peu plus patient, plus discipliné. J'ai souvent tendance à vouloir chercher le chaos parce que c'est ce qui m'a amené à être le combattant que je suis en ce moment. Je pense que de pouvoir vraiment ralentir le temps dans le combat puis d'être discipliné, d'être patient, c'est vraiment ce que je veux essayer d'être capable de plus possible faire. Par la suite, c'est sûr que les transitions, show de boxe, la lutte, le clinch, c'est des choses sur lesquelles je mets un petit peu moins d'emphase. Je fais beaucoup de jiu-jitsu, je fais beaucoup de kickboxing, peut-être l'entre-deux qui serait vraiment ce que je voudrais améliorer le plus. Par la suite, ça va être de continuer à travailler ma condition physique puis de développer mon style, mais clairement, je sens que je suis prêt pour faire le saut dans les grandes lignes. Je me suis vraiment bien senti dans mon combat face à Evan Cutts. Ben, clairement. Puis, il y en a qui diraient que CFFC, c'est pas loin des ligues majeures. Là, je veux dire, à ma connaissance, c'est probablement l'organisation qui a créé le plus de stars à l'UFC. Des gens qui ont commencé dans cette organisation-là et qui ont fait le saut, il y en a énormément. Ça, puis c'est King of the Cage. En tout cas, mais aux États-Unis, c'est très gros. Ouais. Tu parlais, Yohan, de difficultés qui est arrivé un camp un peu spécial, dans le sens de difficulté au niveau personnel, au niveau même de ta blessure et tout ça. Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu sens que tu as besoin de t'asseoir un petit peu là, après cette grosse victoire-là, de prendre plusieurs mois, ou au contraire, tu veux battre le fer pendant qu'il est chaud? Je suis pas un gars qui s'assoit. Je suis pas un gars qui tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je trouve la journée longue. Je suis chez nous, puis je suis comme, il me semble que j'irais faire de quoi? Je verrais mes partenaires, mes clients, je ferais un petit peu de sac, ou je drillerais des trucs. Je veux dire,
Je suis pas un gars qui est capable de rester assis. Je suis pas un gars qui s'assoit sur son succès. Clairement, j'ai des petits bobos à traiter puis à régler, puis c'est important de le faire. En tant qu'athlète professionnel, tu te dois de prendre soin de ton corps. C'est aussi important la récupération que l'entraînement. Fait que c'est sûr que j'ai une bonne semaine ou deux à décompresser, à essayer de relaxer et tout. Par contre, j'ai juste hâte de me faire une belle structure, de me setuper un beau planning, d'atteindre des objectifs à court, moyen puis long terme. Puis, si je pouvais, dans le meilleur des cas, faire mes débuts à l'UFC autour de novembre, ça ferait vraiment mon bonheur. Tu parlais de tes partenaires d'entraînement, mais de tes clients aussi. Parle-moi un petit peu de ce que tu fais à part être combattant professionnel à temps plein. Il reste qu'il faut vivre de quelque chose aussi. Tu es entraîneur aussi. Oui, exactement. Fait que dans le fond, je donne des cours de kickboxing, de boxe spécialement. Kickboxing Team White Lion. C'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Pour le moment, le gym est situé là au LV Jiu-Jitsu. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de clients, j'ai une belle relation avec mes clients. Je donne des cours de groupe, des cours pour enfants aussi. Avant que la pandémie approche, je me promenais beaucoup dans les centres jeunesse, puis les écoles aussi. J'adore travailler avec les jeunes. Fait que c'est sûr que je suis un gars qui est toujours dans le gym. J'adore ce sport-là. Il y a tellement de développement à faire dans tous les aspects de ce sport-là. Il y a tellement de disciplines, la lutte, le jiu-jitsu, la boxe, le kickboxing. Après, il y a le conditionnement physique. Fait que j'aime vraiment chaque sphère de cet univers-là. Je passe ma vie dans les gyms, j'adore ça. Sinon, pour relaxer, j'aime ça jouer au golf aussi. Fait que c'est comme l'entre-deux, là, c'est comme mon petit moment de paix. Fait que c'est vraiment ça qui m'occupe, mais je suis un passionné, fait que je compte pas m'arrêter là. Avant de te laisser partir, Yoann, je veux que tu me parles de ton équipe d'entraîneurs, notamment Lévi Labrie, que je connais, Pat le connaît aussi, tout ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment tissé serré. J'étais content pour toi, mais j'étais content pour Lévi aussi. C'est un gars qui roule sa bosse. Sa fête en plus. Un ancien combattant. C'était sa fête en plus. C'était la journée du combat. Ouais, c'est ça. La journée de sa fête. Puis, je veux dire à quel point tu étais content aussi pour lui, puis à quel point ça fait du bien de célébrer ça en famille, là, un championnat comme ça aussi. Se battre à l'extérieur, là, les gens ils le réalisent pas, là, mais c'est tellement de sacrifices. Là. On a la pandémie, on a des quarantaines à faire au retour. Lui, ça tombait dans ses vacances en plus. Il a dû déplacer ses vacances, les vacances avec sa famille, il y a des enfants. Je veux dire, c'est beaucoup de sacrifices. On a passé 2 jours à l'hôtel pour revenir jusqu'à temps qu'on ait notre test COVID, puis pour pouvoir sortir de l'hôtel. Après, on s'en va. Fait que il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent avec cette pandémie-là. Fait que c'est vraiment savoureux de revenir avec une victoire, puis une ceinture comme ça, puis un titre. Fait que c'est sûr que Lévi, c'est une grosse partie de mon équipe. C'est un gars qui m'aide beaucoup. C'est un gars qui est passionné. Ça fait la différence. Il regarde les combats et tout. J'ai besoin de ça autour de moi. J'ai besoin de gens qui ont le goût de s'impliquer, qui sont passionnés d'arts martiaux mixtes, qui ont envie d'étudier les combats de mes adversaires autant que moi je le fais. Fait que c'est sûr que j'ai une belle équipe autour de moi. J'ai Lee Villeneuve qui est là. J'ai Mathieu Davio qui m'a vraiment aidé dans ce camp d'entraînement-là, qui a tout étudié les faiblesses, les petits points de mon adversaire. Mathieu qui m'aide énormément. J'ai Pat qui m'a donné des super de bons conseils aussi. Chaque conseil qu'il m'a donné, c'est des trucs que je ne savais pas réellement. Tout ce qu'il me dit, c'est jamais pas inutile, mais c'est toujours approprié. Fait que je l'apprécie. J'ai Marseillais qui m'a beaucoup aidé à Saint-Hyacinthe pour ma boxe. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'aident. J'ai une belle équipe, une équipe soudée. Ma famille, mes amis, mes clients. Team White Lion, ça va être quelque chose de gros bientôt. Là. Yoann, merci. Oh, attention, j'espère qu'on t'a pas perdu officiellement, mais sinon, Non, je suis là. OK, excellent. De toute façon, merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu nous jaser ça aujourd'hui. On a ceux qui nous regardent en vidéo, on voit la super belle ceinture Cage Fury Fighting Championship derrière toi. Félicitations. Il n'y a personne qui va te l'enlever, puis on va te souhaiter le meilleur pour la suite. On va te souhaiter d'entrer à l'UFC par la grande porte comme tu le souhaites. Tu mérites tes 7 victoires, aucune défaite. Puis, en tout cas, le meilleur pour la suite, mon cher Yoann. Merci beaucoup à vous autres, les boys. Merci, c'est très apprécié. À bientôt, Yoann. Félicitations, champ. Ciao, bye-bye. Tu le connais bien, Yoann. Tu le connais bien, Yoann. J'imagine que tu as regardé ça vraiment avec attention aussi samedi. Là. Ouais, au gym, on s'est tous déplacés là. On était une trentaine à écouter ça sur l'écran géant, puis on était tous très, très nerveux quand le combat a commencé. C'est un ami proche maintenant. Je l'ai aidé beaucoup
plus au niveau dans le conseil, je pense, d'expérience pour approcher ce combat-là, un combat de championnat du monde. Puis c'est lui qui m'a contacté au début. Tu sais, j'allais m'entraîner là d'un fois, mais il m'a contacté au début, il y a peut-être 2 mois. Puis il m'a demandé si je reste pas loin de ce gym-là aussi. Là. Donc il m'a dit, garde, ça tente de venir t'entraîner avec nous. Puis finalement, il y a beaucoup de monde que je connais très bien. Lee Villeneuve, ça a été un de mes meilleurs partenaires d'entraînement pendant 15 ans de temps. Mathieu Davio aussi, qui est un de mes super bons amis. Donc, pour moi, ça a été facile d'aller là. Puis j'allais quand je pouvais, quand j'avais le temps, mais je pense que je l'ai plus dirigé au niveau des conseils, au niveau des connaissances, juste des petits détails des fois sur certains trucs de technique sur le mur ou des choses comme ça. Puis des fois, c'est juste ces petits détails-là qui font la différence. C'est un beau... c'est vraiment un bel espoir, là, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est fascinant. Ça fait seulement 4 ans qu'il pratique ce sport-là. C'est quoi, Ben? Sa plus grande qualité, là, c'est que, ça se dit pas bien en français, comme on dit en anglais, il est coachable. Donc, ça veut dire qu'il écoute et il met en pratique exact, c'est une éponge. Et ça, c'est une de ses plus grandes qualités. Vraiment, là, il va dire une fois quelque chose, il va l'appliquer puis il va pas l'oublier. Ça, là, c'est pas donné à tout le monde, on va te le dire, là, dans ce sport-là. Puis avoir l'humilité aussi d'écouter tout le monde, c'est pas donné à tout le monde non plus dans ce sport-là. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà plus gros que la game puis qui n'ont jamais rien fait encore. Écoute, moi, je prends toi comme exemple. Moi, je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. S'il y a une ceinture blanche qui vient me voir puis qui me dit quelque chose, je vais l'écouter. Au bout de la ligne, j'écoute tout le monde, puis à la fin de la journée, tu montes poubelle ce que tu n'aimes pas, puis le reste, tu te gardes. Mais je pense que c'est ça qui est aussi pourquoi que son ascension dans les 4 premières années de sa carrière, parce qu'il y a juste 4 ans d'expérience, il est rendu champion déjà, c'est à cause de ça. Donc, à surveiller, si vous ne le connaissez pas, Yohan Lennes, le White Lion, maintenant champion des mi-moyens de CFFC, grosse organisation aux États-Unis. Il nous reste quoi, une petite demi-heure, Pat, pour mettre la table pour l'UFC 264 en fin de semaine? On l'attendait depuis un certain temps. Là. Conor McGregor, quand Conor se bat, c'est toujours gros. Moi, je suis content que ce soit contre Dustin Poirier. Cette trilogie-là qui va se terminer, c'est une victoire de chaque côté. Est-ce que toi, est-ce que c'est toujours aussi gros, Conor McGregor, là, lorsqu'il se bat? Il faut rappeler aux gens quand même qu'il n'y a pas de ceinture en jeu cette fin de semaine à l'UFC. Là. C'est un combat entre le cinquième et le premier à 155 livres. Là. C'est encore mieux, c'est la trilogie. Je veux dire, une trilogie que les deux se sont partagés les 2 premiers combats. Conor, c'est Conor. Là. Il y en a qui vont dire il a perdu son lustre, il a perdu son étoile. Absolument pas. Même s'il a perdu son dernier combat, le monde va regarder ce combat-là. J'ai regardé s'il y avait des billets à vendre encore au T-Mobile Arena. J'ai regardé ça ce matin. Il y en a quelques-uns, mais le plus... Si tu veux être vraiment, tu es dans le pit en haut, là, ça commence à 1 800 $. Puis sur les billets au parterre, c'est à peu près 6 000 à 8 000 $ du billet. Donc, tu sais, je veux dire, puis là, vous allez dire, mais personne ne va acheter ça. Il reste à peu près 50 billets, là. Tu sais, je veux dire, c'est plein, ça va être plein, là. Donc, ça a été acheté. Écoute, une trilogie, combat revanche, c'est tout le temps intéressant. Il y a une histoire qui a été bâtie autour de ça. Là, j'ai hâte de voir parce que là, tu sais, ceux qui connaissent très bien l'évolution d'une marche vers un pay-per-view, il y a tout le temps les embedded. Donc, c'est des embedded, c'est des vidéos qu'on fait pendant toute la semaine pour parler un peu de la préparation des ghosts qui sont rendus, ils arrivent à l'aéroport. C'est dans les coulisses un petit peu de la semaine, là, la Fight Week. Les deux premiers embedded sont sortis, puis d'habitude, on parle de la finale, de la demi-finale. C'est ce qu'on a fait. On a vu Dustin Poirier, Stephen Thompson, puis Gilbert Burns. Dans les 2 premiers embedded, on n'a pas vu pantoute Conor. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Je ne sais pas s'il est arrivé déjà à Vegas. Je pense qu'il devrait être arrivé là, aujourd'hui. Mais je ne sais pas si les 2 autres embedded, ça va être juste sur lui. Mais dans les 2 premiers, on ne l'a pas vu. Puis ça, je trouve ça bizarre. Puis je trouve qu'il a été très silencieux pour un combat de Conor McGregor. Tu sais, le dernier coup, même s'il avait été un good guy, il y avait beaucoup de promotion autour de ça. Là, je trouve qu'on a laissé le combat de la trilogie faire sa job lui-même. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de promotion, beaucoup de publicité autour de ce combat-là. Il y en a eu un petit peu, mais pas ce qu'on est attendu à voir d'un combat de Conor McGregor. Donc, je ne sais pas. J'ai hâte de voir les autres embedded. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en conférence de presse jeudi aussi. Sauf que si vous suivez Conor sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, il a ressorti le P-Head. C'était un running gag, il y a 7 ans, lorsqu'il s'est affronté pour la première fois. Donc, il a ressorti ça. Donc, il essaie de re-rentrer dans la tête à Dustin. Ça, c'est quoi? C'est le P-Head? Il y a une tête de petit pois, là, en voulant dire, je pense, en voulant dire qu'il allait
qui allait le knocker assez facilement et tout ça. Quoique la dernière fois, au mois de janvier, ça fait pas si longtemps, c'est Conor qui s'est fait servir cette médecine-là. À quel genre de combat tu t'attends? Comme le premier en 2014 ou comme le deuxième en janvier passé? Écoute, moi, je l'ai dit à plein de monde, puis c'est pas... c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je souhaite pas. Moi, je pense que Conor va avoir un combat facile. Moi, je pense que Conor va complètement démolir Dustin. Puis j'adore Dustin Poirier, je l'aime, c'est un de mes combattants préférés. Mais le monde oublie à quel point Conor est bon. Le monde oublie à quel point Conor est un athlète incroyable dans ce sport-là. Puis à cause de toutes les phrases qu'il fait à l'extérieur. Mais il reste que... Rappelez-vous le premier combat, là. Le premier round, là, Conor, il l'a mangé au complet. Là. Il l'a démoli le premier round. Là. Puis, mais ça fait quoi, là, Non, le premier combat. Le deuxième combat, je veux dire. Le deuxième combat, le premier round du deuxième combat, excuse-moi. Le premier round du deuxième combat, là. Premier round, là, il l'a démoli, là. Complètement, là. Je veux dire, Poirier n'était pas là pantoute. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait dit qu'il allait knocker en 60 secondes. Il y avait seulement 40 secondes de combat dans les 3 dernières années aussi, quand il avait knocké Cowboy. Puis, je pense qu'il avait sous-estimé aussi les coups de pied dans les jambes. Ça l'a blessé aussi. Fait au deuxième round, il a comme gazé un peu, puis les coups de pied dans les jambes a fait la job. Je pense que là, il va être beaucoup mieux préparé. Il est très, très bon pour contrôler la distance. Moi, je pense que le premier round, là, il va se baser là-dessus du dernier combat. Puis, ça va être comme ça. Il va mieux gérer ses énergies. Je pense qu'il ne peut pas passer à côté de ça. Conor, il ne peut pas échapper ce combat-là pour lui-même et pour son héritage. Donc, tu dirais que c'est Conor qui a plus à perdre dans ce duel-là que Dustin Poirier. Je rappelle que Conor a perdu 2 de ses 3 derniers combats. Il est maintenant 5e. C'est l'ancien double champion, l'ancien champion de cette catégorie-là. Il est maintenant classé 5e. Poirier est toujours aspirant numéro 1. Donc, selon toi, c'est l'Irlandais qui a le plus à perdre et que la pression est sur lui? Oui, moi je crois que oui. Poirier, on lui a fait un combat de championnat du monde. Il a décidé d'aller faire la trilogie à la place pour une question monétaire, évidemment. Je pense que c'était plus gros aussi pour l'instant de devenir champion parce que s'il gagne contre Conor, il va avoir quand même son combat de championnat du monde. Fait que, pour lui, c'est win-win situation. S'il perd contre Conor, écoute, je veux dire, il va faire beaucoup, beaucoup d'argent. C'est plate, mais il a déjà gagné contre Conor sur le dernier combat. Je pense que ça va être plus tragique pour l'athlète, les 2 athlètes, si Conor perd que Poirier perd. Il va devoir, stratégiquement parlant, comme tu dis, gérer plus son rythme de combat. Conor, on sait que c'est un gars qui commence fort, il aime ça mettre fin au show rapidement, donner le show puis mettre fin au show rapidement. C'est arrivé souvent dans sa carrière que ça a fonctionné. C'est revenu le hanter la dernière fois. Un super gros premier round, comme tu dis, mais Poirier a laissé passer la tempête pour l'emporter au deuxième. Là, ça va être dans un amphithéâtre jam-pack aussi. Là. Faut pas oublier ça aussi. C'est à Abu Dhabi la dernière fois. Il y avait quelques partisans, mais... Ouais, mais regarde, là, ça va être jam-pack. Ça, c'est en faveur beaucoup de Conor. Il y avait les coups de pied dans les jambes, t'en as parlé, puis je veux que stratégiquement puis techniquement, Conor, avec sa position ultra large, il est très, très large sur ses pieds, il a une bonne portée, tout ça, mais il contrôle beaucoup la distance avec ça, mais vulnérable aux coups de pied dans les jambes, ça y avait fait mal dans le premier combat. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il ait travaillé là-dessus, il y ait un petit changement au niveau de sa technique et tout, là, ouais? J'imagine, j'espère, parce que clairement, c'est à cause de ça qu'il a perdu le combat. Il était plus capable de mettre du poids sur sa jambe. Conor, c'est un gars qui est ultra mobile, in and out, gère bien la distance, contrôle bien la distance. Fait que si t'es plus capable d'être mobile sur tes jambes, cet aspect-là de contrôler la distance, elle n'existe plus. Donc, on l'a vu là, dans certaines vidéos, il faisait des défensives contre le coup de pied dans les jambes, des push-kicks en contre-attaque. Ça, c'est une bonne contre-attaque aussi. Et tout de suite à répliquer lorsqu'on te reçoit un coup de pied. Il n'a jamais accepté un coup de pied. C'est la base, dans le fond, que tu apprends. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Là. Mais toutes les fois que tu reçois un coup de pied, il faut que tu répliques tout de suite. Il faut mettre un doute dans la tête de celui qui te l'a donné. Parce que si moi, je te donne un coup de pied dans les jambes puis tu fais rien, je te confirme que le prochain, il va être à 100%, même à 200%, parce que j'aurais pas de doute que tu vas me contre-attaquer. Je pense que ça va être la clé de Conor, c'est de répliquer et de rester à sa distance de frappe et surtout de ne pas encaisser ces fameux coups de pied-là sans rien donner en retour.
Est-ce que tu t'attends à ce que est-ce que le gagnant du combat ait un combat de championnat tout de suite? Même si c'est Poirier, il n'y a pas vraiment de doute. Là, il est déjà aspirant numéro 1, mais si c'est Conor, est-ce qu'il va le mériter à ce moment-là contre Charles Oliveira ou. Ben, regarde, si Justin Gaethje n'existait pas, je te dirais oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Justin Gaethje? Il est comme perdu, c'est comme un fantôme, on n'entend plus parler, on ne sait pas ce qui se passe. Fait que je ne sais pas, mais tu sais, je te confirme que si Conor gagne, lui, ça va être rien de moins qu'un combat de championnat du monde. C'est sûr et certain. Là. Puis c'est sûr que l'UFC veut ça. Monétairement parlant, c'est sûr que ça serait bon pour l'UFC, puis ça serait bon pour Charles Oliveira aussi. S'il y a le choix entre affronter Conor McGregor pour le titre ou Justin Gaethje pour le titre, c'est sûr qu'il va arriver à l'Irlandais, lui aussi. Moi, honnêtement, je pense que le gagnant de ce combat-là va avoir un combat de championnat du monde, puis on va faire un combat d'éliminatoire entre Chandler et Justin Gaethje. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que c'est l'affaire la plus logique. Si je pense en termes de business, pour la business de l'UFC, c'est la chose la plus logique à faire. Beneil Dariush, qui est classé 3e aussi, qui est dans le portrait et tout ça, mais. Oui, mais regarde, je l'aime bien, Beneil Dariush, là, mais je veux dire, il va passer après tout ce monde-là. C'est plate, là, mais niveau vendable, c'est ça. Je veux dire, c'est comme ça. Même s'il a démoli Tony Ferguson dans les combats, c'est plate, mais Tony Ferguson a perdu un peu de son lustre, de ses étoiles. Fait que oui, sa victoire est impressionnante, mais elle aurait été encore plus s'il avait fait ça il y a 3 ans. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est ça. Beneil Dariush, Gaethje est l'oublié numéro 1, Beneil Dariush va être l'oublié numéro 2, lui qui est dans le top 3, mais regarde, c'est la vie, puis on en parle tout le temps, c'est une division qui est avec tellement de profondeur et tout ça, tellement de vedettes que l'aspect business aussi demeure intéressant. Chandler contre Gaethje, demain matin, ben là, 100%. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Demi-finale, j'ai très hâte de voir ce combat-là. Demi-finale, Gilbert Burns contre Stephen Thompson. Thompson, toujours un gars que j'aime voir combattre, un gars qui up and down dans ses dernières sorties, là, un peu en montagne russe, tout ça. Gilbert Burns qui a eu une belle ascension, lui, depuis qu'il est passé à 170 livres. C'est un choc de style, entre guillemets. Burns, c'est un gros cogneur. Il y a de la puissance, il y a de la dynamite d'un point. Au sol, il va être excellent aussi. Stephen Thompson, c'est un excellent technicien, tout ça. Il n'a peut-être pas la force de frappe non plus, mais avec ses mouvements, tout ça, il est capable de donner du trouble à bien des combattants. À quel genre de combat tu t'attends dans la demi-finale? Ben, écoute, on parle beaucoup d'un clash de style, hein, le grappler face au striker. Mais moi, je pense que Gilbert Burns va essayer de surprendre Thompson puis essayer de rester debout avec parce que Thompson, là, il est difficile à amener au sol. À cause d'un, il est très bon en takedown defense, mais de deux, il bouge tellement, il bouge super bien. Et sur 2 victoires de suite, dont une grosse victoire face à Vicente Luque, là, qui, lui, on le voit graver les échelons rapidement. Puis, moi, j'aime beaucoup Luque, qui est, à mon avis, qui a le meilleur stand-up à 170. Mais, le puzzle de Stephen Thompson, c'est compliqué de se battre contre lui. Je me suis déjà battu contre là, le 178. C'est un style qui est tellement unique, tellement étrange, qui maîtrise, pas étrange, mais tellement unique, tellement spécial, qui maîtrise à 100%. Fait que oui, c'est pas évident. Puis, si tu veux l'amener au sol, il faut falloir que tu travailles fort. Parce qu'il y a vraiment un bon takedown defense, puis il bouge très bien. C'est dur de l'attraper. Je sais pas. Je pense que avec ses 2 victoires de suite, Thompson, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance d'aller en combat de championnat du monde, sa dernière run pour y aller. Il est rendu fin trentaine. Gilbert Burns vient de perdre contre Kamaru Usman en combat de championnat du monde aussi. Fait que, dans sa tête, là, lui, Thompson, il pense que battre Burns va lui donner un combat de championnat du monde. Bon, là, on verra bien ce qui va arriver. Il y a tout le temps Colby Covington à quelque part là-dedans. Mais j'ai hâte de voir. Moi, tout ça m'intrigue bien gros, ce combat-là. Il a perdu Burns tu l'as dit, Stephen Thompson est sur 2 victoires de suite. Il avait perdu ses 2 combats précédents, dont un KO contre Anthony Pettis à la toute dernière seconde. Depuis ça, il est revenu quand même fort avec deux victoires. Ousmane, lui, était sur toute une séquence, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires de suite avant de perdre sa dernière sortie à l'UFC 258 en combat de championnat contre Kamaru Usman. Burns, ouais, c'est ça. Donc, lui aussi, là, il est
on parle de deux gars, Burns est deuxième à 170 livres, Thompson est quatrième. Alors, je pense qu'on peut pratiquement considérer ça comme un combat éliminatoire. Je pense que Covington contre Ousmane, c'est encore le plan de l'UFC pour la prochaine défense de titre là, du champion, mais ces deux gars-là, le gagnant de ce combat-là va être peut-être le suivant là, sur la liste. Donc, très hâte de voir ça. Je comprends pas pourquoi Tai Tuivasa contre Greg Hardy se retrouve sur la carte principale. Je comprends pourquoi ils sont sur la carte principale. Là. Je comprends que c'est deux gros cogneurs et tout ça, mais... En premier, c'était eux autres à demi-finale. Hein? Il était après Thompson et Burns. Puis là, il y a eu une grosse... Il y aurait eu Connor contre Poirier en finale, demi-finale, les poids lourds, puis après ça, Exact. C'était ça le plan initial. C'était Greg Hardy. Je sais pas ce qu'il a fait, mais l'UFC aime Greg Hardy. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans cette histoire-là, parce que... Ah, mais il n'y a pas un bon nom. Il y a un nom de marde, on va se le dire. Là. Je dis, sa réputation, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il n'y a rien de... Oui, il a joué au football, il a été au Pro Bowl. Ça a été un bon joueur de football, mais comme personne, je veux dire, il a été accusé de voies de fait, il a été accusé de violence conjugale. Puis en entrevue, il n'est pas bon. En entrevue, tu regardes ça, il a l'air d'un épais. Je comprends pas. Je comprends pas c'est pourquoi qu'on l'aime tant que ça dans l'UFC. Puis je lis beaucoup de choses sur l'UFC, sur les arts martiaux mixtes, et je peux te dire, on a à peu près quasiment 100% du monde ne comprennent pas l'amour entre le UFC et Greg Hardy. Il y a une chose qu'on ne sait pas, puis probablement qu'on ne saura jamais. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis vous aurez compris à la maison que c'est pas le préféré à pas de côté. C'est un gars qui a 4 victoires, 3 défaites, une nulle technique à l'UFC. Il s'était fait disqualifier. Je veux dire, c'est pas comme s'il était... Il est loin d'être parmi les meilleurs poids lourds. Il est tout le temps sur la carte principale. Puis c'est pas une question personnelle que c'est mon préféré ou pas. C'est une question de logique. C'est une question de regarder ça d'un œil extérieur. Tu dis, voyons, justement, il n'y en a pas de logique là-dedans. Je ne comprends pas ce qui se passe entre ces deux-là. Puis, moi, t'as dit, je suis pas tout seul. Puis, là, il affronte Tai Tuivasa. Lui, ça, c'est un gars quand même divertissant, donne toujours des bons combats. C'est un gars qui va là pour cogner. Donc, attendez-vous pas à ce que ça aille au sol, ce combat-là. Je pense que les deux savent qui sont là pour donner un spectacle. C'est ce qui risque d'arriver. Je pense que Tai Tuivasa est le combattant supérieur. Là. Il est quand même sur 2 victoires de suite. Une contre Stefan Struve. 2 KO de suite. Il avait perdu 3 combats auparavant, mais... l'Australien qui est de retour sur le... On veut juste voir le Chewy, nous autres. C'est pour ça que je veux voir Tuivasa gagner. Exactement. Combat important après ça sur la carte entre chez les poids coqs féminins, Irene Aldana contre Yana Kunitskaya. 2 filles dans le top 5 à 135 livres. Ça, on peut s'attendre à ce que ce soit un combat technique, peut-être. Je pense c'est pas vraiment 2 filles reconnues pour leur force de frappe non plus. Là. C'est deux bonnes combattantes. Oui, mais c'est toujours la bagarre pour la deuxième place dans ces divisions-là chez les femmes. C'est ça qui arrive. Même c'est deux bonnes combattantes au niveau du combat debout, là, mais tant que la championne, tant que Nunes va être là, ils se battent pour la deuxième place, tout le monde dans cette division-là. C'est ça, exactement. Irene Aldana, qui est la Mexicaine, a perdu son dernier combat contre Holly Holm, là, mais elle était sur une bonne séquence à l'UFC. 5 victoires à ses 6 combats précédents. Donc, on la voyait vraiment grimper dans cette division-là. C'est une fille à surveiller. Yana Kunitskaya, c'est une fille avec beaucoup d'expérience là, quand même. Ça va être son 20e combat pro. Mais c'est ça. C'est plate, entre guillemets. Là, puis on regarde cette division-là là, chez les filles. C'est sûr qu'il y a Amanda Nunes, Germaine de Randami est encore là, Holly Holm aussi, là, mais on dirait que c'est Nunes puis tout le reste, c'est à peu près tout dans le même dans le même range, là, c'est ça. Ouais. Sean O'Malley, Pat, Sugar Sean, je pense que lui, est-ce que c'est la finale des combats préliminaires sur RDS2? Non, c'est Carlos Condit qui est en finale des combats préliminaires. Je pense que c'est la première, c'est le premier combat d'après la carte principale. Ouais. Toujours intéressant de voir Sean O'Malley. Lui, en plus,
ben là, chance ou malchance, là, vous voyez ça comme vous voulez, mais elle va affronter un gars que personne connaît, en fait. Un gars qui s'appelle Chris Moot. Non, mais tu sais, en fait, c'est parce que son adversaire, Louis Smolka, n'a pas pu se battre, là. C'est quelques petits pépins. Donc, à la dernière minute, on a dû lui trouver un nouvel adversaire qui va faire ses débuts à l'UFC. C'est un peu un couteau à deux tranchants. De un, tu connais pas le gars. Puis Sean O'Malley, c'est un gars que l'UFC aime beaucoup. On veut le voir bien faire. C'est un gars qui est marketable aussi. Là, c'est un gars qui donne un spectacle. C'est un gars qui est flamboyant, qui finit ses combats aussi. C'est un gars qui est très, très drôle dans l'entrevue aussi, qui est vocal. Fait que, je pense on veut mettre beaucoup d'emphase sur lui, avec raison, parce que c'est un personnage, on va se le dire. Mais oui, tu affrontes quelqu'un que tu connais pas pantoute, le gars, il n'a rien à perdre, il arrive face à un gars qui commence à se démarquer dans l'UFC, lui, il a tout à gagner. Fait que c'est toujours, toujours dangereux. Sean O'Malley ne peut pas vraiment se permettre d'avoir. T'sais, non seulement il faut qu'il gagne, mais il est un peu condamné à gagner de façon spectaculaire, là, parce que sinon les gens. Déjà qu'il laisse personne indifférent, déjà qu'il. Quand son adversaire, Smolka, s'est désisté, ça a levé la main beaucoup, là, parce que les gens savent que. On donne beaucoup d'exposure, on donne beaucoup de visibilité à Sean O'Malley, donc un combat contre lui pour des poids qui veulent se faire un nom aussi, ça peut être intéressant. On a décidé d'aller avec l'avenue de. Il y a notamment Ricky Simone, là, j'ai vu qu'il voulait se battre. On avait pensé faire un catchweight. Finalement, on a décidé d'aller avec Moutinho, mais c'est à se demander si. Je pense pas qu'il y a un gros complot derrière tout ça, là, mais c'est à se demander si c'est ça, l'UFC veut. A pas décidé de lui donner un combat facile. Ricky Simone n'était pas capable de faire le poids en une semaine ou 2 semaines. Fait que c'est ça aussi. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il faut que les tests médicaux soient corrects. Il faut que tu sois capable de te déplacer. Il faut que tout le monde puisse venir avec toi. Il y a beaucoup de choses logistiquement qui rentrent en ligne de compte. Je ne sais pas, son adversaire, peut-être qu'il vient d'après moi, il vient de Vegas, ou pas loin. Là, fait que c'est plus facile de prendre quelqu'un de la place aussi. Fait que, je pense que c'est ça. Là, mais en bout de ligne, là, il y a beaucoup de logistique pour remplacer un combattant. Puis là, si on voulait faire catchweight, il ne voulait pas. Moi, je comprends aussi, je comprends aussi, là, O'Malley, lui, il est prêt à faire le poids. Là, fait que, et si tu ne me donnes pas un avantage ou un bonus monétaire pour faire un catchweight, donc quelqu'un qui ne va pas faire le poids, ben, je vais rester à mon poids puis prendre quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. Ça, je peux comprendre cette décision. Donc, ce sera contre Chris Moutinho qui va faire ses débuts à l'UFC. Il y a 13 combats, Pat, de prévus jusqu'à présent sur cette carte-là. Un gars qu'on aime beaucoup, un des favoris des amateurs québécois, Carlos Condit, qui va être le bon vieux Carlos Condit qui va être sur la carte. Je sais que tu aimes ça. Il va affronter Max Griffin, un autre vétéran. Je sais que tu aimes ça voir la vieille génération à l'œuvre. Puis il va bien, Carlos Condit. Là, je veux dire, moi, je le mettais à la retraite là, il n'y a pas si longtemps, mais là, il est sur deux victoires consécutives. Je veux dire. Il y a une longue séquence de défaites, là, quand même. Puis là, il revient. C'est sûr que c'est plus le même combattant qu'il était. Puis, à un moment donné, il faut que tu comprennes que la roue tourne aussi, puis que le monde est vieillisse, puis c'est comme ça. Mais, je veux dire, ces gars-là comme Matt Brown, le dernier coup, quand il a gagné Matt Brown, des gars comme Matt Brown, des gars comme Carlos Condit, c'est des gars, c'est du old school, c'est des gars de mon époque, de mon ère. Et il n'en reste plus beaucoup comme ça. Fait que c'est sûr que moi, j'y regarde, puis à toutes les fois qu'ils se battent, j'apprécie de les voir se battre encore parce que jamais, ça peut toujours être leur dernier combat, ou peu importe la performance qu'ils m'ont donnée. Max Griffin aussi, son adversaire qui est sur 2 victoires consécutives, donc ça va être intéressant. C'est bon aussi parce que Georges, en fait, on va travailler ensemble samedi à l'UFC pour l'UFC 264. Là, je vais être à la description des combats. Avec toi et Georges Saint-Pierre, mais c'est bon parce qu'avec Georges qui a un bel historique avec Carlos Condit, ça risque d'être intéressant de suivre ce combat-là aussi. Georges aussi, ce qui est le fun, c'est que Georges aussi a déjà vécu une trilogie avec Matthews. On va pouvoir parler de l'aspect de la trilogie. C'est quoi, comment t'approches une trilogie? C'est le 3e combat. Puis je sais qu'il va. Là, je vous dis tout de suite ce qu'il va dire. Il va dire tu te bats jamais que 2 fois contre la même personne. Puis ça, c'est vrai. Mais d'avoir l'aspect, la vision d'un gars qui l'a vécu, ça, c'est différent, par exemple. Parce que moi, je peux dire ça, mais j'ai jamais vécu. Jamais vu 2 fois contre la même personne. Mais tu te bats 3 fois contre la même personne. La stratégie, la vision de ton adversaire, qu'est-ce que tu auras pour le surprendre à 3e coup? Lui, il va être capable de nous en parler.
Oui, c'est vrai, un aspect super intéressant. Puis, donc, parmi les 13 combats, là, c'est ça. Nico Price contre Michel Pereira, ça va être sur la carte à RDS. Ryan Hall également va être en action. Attends, ça, là, Ben, Nico Price contre Pereira, manquez pas ça, là. Ça va être tout un show. De le dire, là, ça peut être le combat de la soirée, là, honnêtement. Là. Ça, c'est deux gars qui vont swinguer n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, en faisant des pirouettes. Pereira c'est ça. Pereira va faire des backflips, puis l'autre, Price, il va rentrer dedans le plus possible. Ah, écoute, ce combat-là va être vraiment le fun, manquez pas ça. Ouais, ça, c'est un matchmaking intéressant. Puis Ryan Hall, moi, je l'adore. Ryan Hall, Georges le connaît très bien aussi, s'entraîne au Tristan avec lui. Ryan Hall, son adversaire, je ne le connais pas beaucoup, là, Elliot Topuria. Je vais aller voir sa fiche. Il y a beaucoup de soumissions. S'il est bon au sol, mais. Oui, il était invaincu. C'est ça, c'est un. Puis il a dit Topuria, peut-être c'est moi qui va faire une clé de jambe à Ryan Hall, parce que Ryan Hall, on sait, c'est un spécialiste de clé de jambe, il s'en va au sol, il roule sur lui-même, il veut amener le combat au sol. Bon, des fois, ça donne des combats vraiment plates, vraiment longs, si ton adversaire ne veut pas te suivre. On l'a déjà vu face à Gray Manor, ça avait été pénible et pas à peu près, ce combat-là. Mais il peut nous sortir des tours de magie comme qu'il avait fait avec BJ Penn, le seul qui a passé une soumission à BJ Penn dans l'histoire de la carrière à BJ Penn, avec une clé de cheville, avec une roulade par en avant. C'était n'importe quoi, là. Mais c'est ça. Soit que ça donne quelque chose de vraiment spectaculaire, ou soit l'autre est préparé et ne peut pas aller au sol avec Hall, là, ça peut être très long. Ben là, tu vois, vite comme ça, il est invaincu, 10 victoires, aucune défaite. Il a seulement 24 ans, Elliot Topuria, 7 victoires par soumission. Donc, c'est un gars qui est confiant en son jeu au sol. Est-ce qu'il va être de calibre avec Ryan Hall, qui est l'un des meilleurs de sa profession? Hâte de voir, ça risque d'être intéressant aussi. Donc, on vous donne rendez-vous samedi, Pat, sur les ondes de RDS pour les combats préliminaires. Puis, bien sûr, comme d'habitude, la télé à la carte pour ce gros gala UFC 264. La fin de la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Je reviens à ce que tu disais au début. On est mardi. Assez tranquille au niveau de la promotion, assez tranquille à date au niveau des articles qui sont écrits là-dessus. Mais Conor aussi est tranquille. Conor est tranquille. Il a dit, là, je me concentre sur mon camp d'entraînement. Je n'ai pas le temps de parler aux médias. J'en fais beaucoup moins que j'en ai déjà fait. Il va avoir sa conférence de presse, comme tu as dit. Il va avoir la conférence de presse jeudi. Mais ouais, non, un Conor ultra tranquille. Ça s'est envoyé des petites pointes là, sur les médias sociaux, là, à savoir, Conor a dit le premier qui tente une amenée au sol est une chachotte, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Mais hâte de voir. Prédiction de pas de côté, victoire facile de Conor McGregor. Moi, je ne vais pas là, mais. Hey, moi, je vais me mouiller. Je me mouille, puis moi, je pense que Conor va l'emporter. Ça ne sera pas un combat si difficile, à mon avis, pour Conor. S'il a fait des bonnes choses, puis il arrive complètement en pleine confiance, je pense que ça va être difficile pour Poirier. Mais écoute, ça se peut très bien, je me trompe, puis je me suis trompé plusieurs fois aussi. Puis j'espère que je vais me tromper. Pas que je veux que Dustin Poirier gagne, mais j'espère que ça va être un combat le fun. J'espère que ça va être un combat qui va être vraiment bon des deux côtés. On va avoir des allées et venues. J'espère que ça va être un combat compétitif pour les deux. Moi, c'est une prédiction que je donne. Et je me mouille, puis ça se peut que je me noie aussi dans l'eau, que je saute aussi. Mais je pense que Conor va l'emporter. Ça ne sera pas trop compliqué. Ouais, moi aussi, en fait, j'espère que ça va être un combat serré, un combat compétitif. Avant de se laisser, Pat, je veux parler de... Il y a eu un gala la semaine dernière en exclusivité sur UFC Fight Pass. En finale, c'était Cyril Gane, le Français, contre Alexander Volkov chez les lourds. Gane l'a emporté sans être flamboyant, mais il a démontré que techniquement, il était supérieur, plus rapide et tout ça. Et là, surprise, parce que quelques jours plus tard, l'UFC annonce qu'il va avoir un combat, un championnat intérimaire chez les lourds entre Derek Lewis et Cyril Gane, alors que le champion Francis Ngannou n'est pas blessé. Il s'est battu il y a quoi? Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est allé chercher la ceinture, ça fait 3 mois. On crée un championnat intérimaire. Fouille-moi pourquoi. Puis là, ben, ça commence à brasser un petit peu entre le camp Ngannou et l'UFC. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qui est, à mon sens, assez spéciale?
Ben, c'est parce que l'affaire aussi, c'est qu'on l'avait déjà annoncé, ce combat-là, Derek Lewis contre Ngannou. On l'avait déjà annoncé. On n'avait pas annoncé la date, je pense, mais on l'avait déjà annoncé que c'était on avait dit que c'était ça le plan. Là, on arrive avec ça. Oui, mais on avait été plus loin que ça aussi. On avait quasiment officialisé. Puis là, finalement, on fait ce combat-là qui sort de nulle part. Mais moi, ce que je me dis là-dedans, c'est que ça doit être parce qu'on est vraiment proche d'une entente avec John Jones. Moi, c'est ça que je me dis. Et je me dis, OK, là, on doit être à ça de conclure avec Jones. Fait qu'on se garde une porte ouverte pour faire le combat Jones contre Ngannou. Moi, c'est ma conclusion. Je suis sûr et certain que c'est ça. Dans ma tête, je pense que c'est vraiment ça. C'est pour cette raison-là qu'on a fait. Pourquoi qu'on a fait un combat de championnat intérimaire? C'est pour Derek Lewis. Parce que Derek Lewis, on lui avait dit qu'elle allait se battre pour le combat de championnat du monde. On l'enlève de là, mais on va te donner quand même un petit bonbon que tu vas te battre pour le championnat intérimaire. Comme ça, si tu gagnes, tu es sûr de se battre pour le titre après. Mais pourquoi qu'on a fait ça? Moi, je pense parce qu'on est très, très, très près d'en s'entendre avec Jones, puis c'est le combat qu'on veut faire depuis le début, Ngannou contre Jones. Ben, j'espère que c'est ça, parce que la réaction du camp Ngannou était plus une réaction d'incompréhension. On s'est senti un peu trahi là, en se disant non, le champion, c'est Francis Ngannou. Là, il l'a pas volé. Il a gagné de façon convaincante. Il n'y a pas longtemps. Il est même prêt. Il a besoin d'un peu de temps. Là, je pense que Puis là, il y a eu des. Dana White a traité l'agent de Ngannou de tout croche, puis tout ça. Puis sur les réseaux sociaux, l'agent d'Ngannou a répondu en voulant dire non, là, on avait des discussions. Tu sais très bien pourquoi Francis Ngannou ne peut pas se battre avant X semaines. Probablement qu'il soit une petite blessure et tout ça. Septembre, je pense, ou novembre. Où il veut prendre le temps on sait qu'il vient d'Afrique et tout ça. Je sais qu'il voulait retourner chez lui et tout. Peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de temps pour repos, mais je veux dire, il vient de gagner une ceinture contre un gars ultra fort en Stipe Miocic. Je veux dire, moi, quand j'ai vu annoncer ça, j'ai dit OK, il y a anguille sous roche, là, puis après ça, j'ai vu les. Ben, c'est ça. Moi, ça, c'est mon opinion bien personnelle, mais je vois pas d'autre chose. Je vois pas d'autre chose de plus logique que OK, Jones, soit on a signé, soit on est vraiment proche. C'est pour ça qu'on se garde la fenêtre de faire le combat qu'on veut. Ben tu sais, il y a aussi la politique et la business. Pour ceux qui s'intéressent à ça, vous savez que l'UFC appartient à WME IMG, qui est aussi une agence de représentation d'athlètes et d'acteurs et de personnalités publiques. Le plus gros compétiteur de WME IMG, c'est une agence qui s'appelle CAA. Ouais. Et Ngannou est représenté par des gens de CAA. Alors, il y a du monde qui disent que c'est la guerre des agences un petit peu qui font en sorte que WME va ça se peut. Que l'UFC va favoriser. Oui, puis tu as raison. Puis Georges est représenté par CA aussi. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un peu pour ça aussi que le combat de boxe face à De La Hoya n'est pas arrivé aussi. Fait que ça peut être très, très plausible ton opinion ou ta conclusion là-dessus aussi. C'est ce que l'agent de Ngannou a dit sur les médias sociaux en voulant dire c'est pas correct de la part de Dana White et de l'UFC de favoriser des athlètes parce qu'ils sont avec une agence. Il y a un peu un conflit d'intérêts là, quand même. C'est les propriétaires de l'UFC puis ils peuvent contrôler un peu les avantager pour les combats versus les autres. Donc, il semblerait qu'Ngannou et ceux qui sont représentés par cette autre agence-là sont peut-être négligés dans cette relation-là. Bref, à suivre. J'ai l'impression que ça peut donner un combat plate, malheureusement, Cyril Gane contre Derek Lewis. C'est un petit peu le même concept qu'il y a eu contre Rosenstrike. Là. Gane, qui est un bon technicien, tout ça, il affronte juste un gars qui est capable de cogner. Il va tourner autour pendant 25 minutes. Là. Ça se peut bien. Pour vrai, là, ça se peut très bien. Puis surtout, il nous a laissé un peu sur notre appétit, Cyril Gane, les deux derniers combats. Là. Oui, il a dominé tous les rounds, à part un qui a peut-être perdu contre Rosenstruck, mais peu importe. Ça a été du safe fight. Il s'est battu pour ne pas perdre. C'est plus ça. Ce qu'il a réussi, il n'a pas perdu. Il a gagné, mais c'était pas assez tranquille comme performance. Effectivement. Donc, mais ça s'en vient vite. Là, si je ne m'abuse, c'est à l'UFC 265. Donc, déjà le mois prochain,
de Cyril Gane contre Derek Lewis. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler. Pat, merci énormément. On se voit samedi, nous, pour l'UFC 264, les heures habituelles, 20h sur RDS, 22h pour la télé à la carte. Merci énormément. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci pour votre fidélité. Vous savez où nous trouver. Juste vous dire, on va être un petit peu moins présent sur le podcast cet été, évidemment. On va prendre quelques semaines de congé, là, quelques semaines de vacances aussi. Donc, on va être là de façon sporadique. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. On va suivre aussi ce qui va se passer avec nos Québécois. Charles Jourdain et Marc-André Barriot qui devaient se battre au mois d'août. Malheureusement, ce gala-là a été annulé / reporté à plus tard. Donc, c'est sûr que les Québécois vont se battre dans les prochaines semaines. On ne sait pas où cet été, ni quand. Ouais. Donc, on va leur souhaiter à Marc-André Barriot et à Charles Jourdain que ce soit replacé le plus rapidement possible pour eux. Mais donc, aussitôt qu'eux reviennent, ben, nous, on va un peu les suivre. C'est sûr qu'on va vouloir faire un podcast et leur parler avant leur prochaine performance. Mais bref, soyez pas trop déçus si on n'est pas là toutes les semaines. On vous remercie beaucoup. On se donne rendez-vous samedi pour le UFC 264. Pas de côté. Merci énormément, mon ami. Ciao. Merci à tout le monde. Ciao. À bientôt.